Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez créé un groupe considéré comme une unité justement unique en son genre, le GIGN. À toutes les interventions que vous avez réalisées, va aujourd'hui s'en ajouter une beaucoup plus pacifique au micro de Sud Radio. Bonjour Christian Proto. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes le fondateur du GIGN et paraît un livre, le GIGN par ceux qui l'ont commandé chez Maru Édition, écrit par Pierre-Marie Giraud avec les commandants du GIGN dont vous avez été le pionnier. Donc on va évoquer le GIGN, ce livre et votre parcours qui est quand même unique à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Alors la première date, alors elle est récente, mais pour moi c'est une Madeleine de Proust. Le 17 novembre 2017, vous participez à la 2e édition du Salon littéraire et artistique à Melun. Et Melun, pour vous, c'est quelque chose d'important. Oui, parce que c'est l'école de gendarmerie qui forme les officiers. Et je suis passé dans cette école entre 70 et 71, après avoir fait un passage dans l'armée de terre. On va en parler, oui. Comme sous-lieutenant. École où d'ailleurs mon père était passé quelques années auparavant, ce qui était quand même, pour moi, assez... ça m'a marqué beaucoup de me dire, je me retrouve dans l'école dans laquelle mon père était passé, voilà. Et puis beaucoup d'officiers, bien évidemment. Tous les officiers passent par cette école, qui est le point de passage obligé pour ensuite se retrouver en unité. Voilà. Alors il se trouve que le métier de gendarme, donc c'est l'école de la gendarmerie, l'école nationale de gendarmerie. Dans l'esprit du public, le métier de gendarme est lié entre autres à cette chanson. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire Alors Bourvil remarquer. dans la tactique du gendarme, le film Le Roi Pandore, où il joue le personnage de Joseph Ménard, qui est d'ailleurs le nom de son beau-père, c'est quelque chose que vous avez forcément connu. Oui, bien évidemment, puis c'était un peu par dérision, et puis peut-être parfois, même des fois aussi pour donner du gendarme une vision peut-être débonnaire, ce qui au sens, et puis des fois un peu comique, la gendarmerie à clous, quoi, tel qu'on l'appelait. C'est vrai que déjà à travers mon père, j'ai connu une autre gendarmerie que celle qui était brocardée, parce qu'il était un superbe enquêteur de police judiciaire, et donc je l'ai vu sous son commandement faire des belles arrestations à l'époque, quand il était en Corse, et puis ensuite dans le développement, puisqu'il a participé à l'évolution de la gendarmerie, en développant un système de rapprochement judiciaire qui, avant l'informatique, permettait de compiler des informations et surtout d'aller les chercher, parce que le tout n'est pas de stocker les informations, mais de savoir où elles sont, et aller les chercher. Son système, qui s'appelait ProSam, Pruto-Samin, du nom de l'ingénieur avec lequel il a développé ce système, apportait déjà à la gendarmerie une vision un peu différente de celle de la chanson de Bourvil. Voilà. Mais justement, ce système, il n'y avait pas d'informatique, il fallait le mettre au point, c'était pas évident. Oui, parce que on ne travaillait à l'époque qu'avec des microfiches, et le problème de la microfiche était le temps de lecture. Donc il fallait derrière un peu de le même système qu'il y a en informatique, il fallait programmer, c'était des petits carrés noirs et des petits carrés blancs. Et mon père avait développé un système qui passait d'à peu près d'une codification, je dirais, de 200 informations à plus de 2000 informations uniquement sur un passage de lecture. Et vous imaginez bien que sur la compilation de l'ensemble des données que la gendarmerie avait sur les dossiers dits non traités, permettait aux gendarmes, lorsqu'ils recherchaient quelque chose, d'avoir une information relativement rapidement. Et il a également créé les sections de recherche dont on connaît toute l'efficacité maintenant. Je crois que c'est Gérard Proto, votre père. Absolument. Alors, il se trouve que c'est aussi une famille de gendarmes. Je crois que votre grand-père paternel était gendarme lui aussi. Tout à fait, vous avez cherché tout le dossier, mon grand-père. Et vous voyez, je crois que dans l'atavisme, il y a quelque chose à travers l'image qui est important. Et je me souviens toujours de cette vision de mon grand-père avec le gendarme, justement tel qu'on l'imaginait à travers au moins les chansonniers, avec ses moustaches en guidon de vélo. Et il avait une magnifique photo qu'il y avait chez mes grands-parents. Et ça, je pense, dans l'inconscient de la jeunesse que nous avons tous à travers l'image, ça a sûrement compté aussi, en dehors du fait d'avoir grandi dans une brigade, le fait d'avoir eu ce grand-père avec son autorité calme mais sévère en même temps, ce regard, ses yeux bleus et puis sa moustache, a sûrement compté dans ce qui a fait qu'un jour, je me suis orienté contre toute attente dans ma famille vers la gendarmerie. Oui, car au départ, vous vouliez être acteur, je crois. Pas vraiment acteur, je voulais travailler pour le cinéma. Dans les décors. Voilà, dans les décors. J'avais un très bon coup de crayon, ou du moins, je pensais l'avoir.
Et puis l'école du cinéma, qui se trouvait à ce moment-là pas très loin d'ici, à Bologne, n'a pas voulu de moi, ou du moins a dû considérer que... Et peut-être pas par dépit, mais je suis sorti et j'ai vu une affiche disant « Engagez-vous, engagez-vous ». Je me suis dit « Mais c'est bien sûr ». Voilà, et je suis passé de Boulogne à Vincennes, où il y avait le centre de recrutement, pour aller m'engager. Et à travers un parcours que l'officier orienteur m'avait donné, faire à 1 an d'écart par rapport à ce qu'il m'avait dit, la carrière de gendarme que j'ai faite par la suite. Alors, il se trouve aussi que votre père, il faut le souligner, a eu une activité de résistant pendant la guerre. Je crois qu'il a été dans le maquis de l'armée secrète aux Tourettes, près de Béziers. Absolument, absolument, oui, tout à fait. À la Tourette, et c'est quelque chose qui a, bizarrement, comme dans beaucoup de familles, il n'en a pas beaucoup parlé. C'est petit à petit que je l'ai su, parce que on sait tous que ces gens qui sont intervenus dans cette période qui était douloureuse, à la fois par rapport au fait de l'occupation, mais également parce que dans le fond, ça avait divisé profondément la France, et qu'au moment de la libération, il y a eu des règlements de compte, pas toujours empreints d'une grande justice. Je pense que c'est une litote, mais il faut le dire quand même, il faut s'en souvenir. Mon père, tout en ayant été résistant, n'a pas souhaité entrer dans ce débat, et on a en fait peu parlé. On trouve la même chose, je pense d'ailleurs, dans beaucoup de gens qui ont vécu de grands événements. En général, ils sont assez discrets. C'est ceux qui en ont fait le moins souvent qui en parlent le plus. Oui, c'est toujours... S'il y avait une formule, les véritables résistants de 44 sont ceux qui ont, pendant 4 ans, ont résisté à la résistance. Oui, tout à fait. Alors, il se trouve aussi qu'il faut savoir que ce maquis de la Tourette, c'était important, car il avait été formé pour le jour du débarquement, le 6 juin 44. Oui, c'est tout à fait ça. Et la seule chose dont m'est parlé mon père, c'est le nom de code qui leur avait permis de rejoindre le maquis, puisqu'ils ont fait une résistance passive pendant près de 2 ans, avec un officier de gendarmerie qui s'appelle Distria, dont le frère lui aussi était résistant en Corse, donc... bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette période et qui s'y intéressent peu, ça a été 2 grands noms de la résistance française, en particulier ce qu'on appelait la zone libre. Alors, les messages codés qu'on connaît bien sûr, les sanglots longs des violons de l'automne, c'est 5 juin 44, oui. Mais on a oublié que les premiers messages codés, c'est un ingénieur qui s'appelle Georges Béguet, qui a été parachuté en France le 5 mai 1941, je ne sais pas si vous le savez, Christian Proutot, il est à Nantes, il veut envoyer des messages par radio, et il a l'idée de faire des codes, et c'est comme ça que c'est né. Ah, je ne savais pas, donc en dehors de tout ce que nous pourrons échanger ensemble, j'ai bien fait de venir. Alors, vous êtes né juste avant le jour J, 2 mois avant, le 7 avril 44 à Béziers, et vous avez grandi en Corse, à Ghisonaccia. Ouais. Ne troublons pas les Corses en prononçant mal le nom. Voilà, et d'ailleurs dans cette ville, il y a un pistachier lentisque qui a été l'arbre de l'année 2011, qui est un arbre exceptionnel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, voilà. Je ne le connais pas. J'ai quitté la Corse pour les enfants de troupe. Mes parents n'étaient pas encore partis. Et je dois avouer qu'en dehors de mes copains et de mon maquis adoré, parce que j'ai adoré grandir dans le maquis, de mon instituteur, qui était un instituteur à l'ancienne, comme on l'imagine, Monsieur Stéphanie, j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait ce pistachier qui était... Alors, il y a eu la Corse, et puis il y a eu, je crois, le lycée militaire d'Autun, qui est un des 6 militaires réservés au ministère des Armées, où vous avez fait des études aussi. Oui, voilà, j'ai fait 2 ans au lycée militaire d'Autun, où mon père est passé également. Et dont les jardins avaient été dessinés par le nôtre. Absolument, et puis on voit, comme dans beaucoup de cette région, les fameux toits avec des ardoises colorées. Et étonnamment, mon petit-fils a fait sa prépa pour Saint-Cyr, également au Autun. Donc il y aura une succession de la fille... Lui, il s'appelle pas Proutot, c'est le fils de ma fille, mais de gens avec une partie du sang Proutot qui sera passé par cette école, qui est une très très belle école. Et qui vous a permis d'avoir une rigueur que vous avez conservée. Oui, parce que on se rend compte que le cadre militaire qu'il y avait dans ces écoles militaires vous donne tout un tas de règles, même au-delà même de ce que vous pouviez imaginer de vous-même. Ça vous donne une empreinte et ça vous permet
peut-être d'avoir quelque chose qui vous permettra ensuite d'être construit. Je pense qu'on vient pas de nulle part et on est construit par ses maîtres, ce que on a un peu tendance à oublier actuellement par rapport au rapport qu'il doit y avoir avec l'école. On ne vient pas de nulle part, on a des parents, c'est sûr, mais on a aussi des maîtres, des gens qui nous ont enseigné. Et je les connais tous, je me souviens tous d'eux, parce que je sais ce que je leur dois. C'est un privilège, non, aujourd'hui, d'avoir eu des maîtres qui vous ont apporté beaucoup de choses? Absolument, c'est un privilège, ou du moins, j'espère que non, qu'il y a quand même beaucoup de professeurs, hommes ou femmes, qui réussissent à transmettre quelque chose. Mais je suis pas persuadé que la jeunesse ait tout à fait conscience qu'est cette richesse d'avoir justement cette possibilité d'aller à l'école. Juste une digression, je corrige j'ai aidé un de mes anciens du GIGN qui a des soucis de santé, mais sa fille a écrit avec lui un livre sur sa vie, dont toute une partie de son enfance en Bretagne. Et quand on voit ce qu'étaient, et pourtant il a que 4 ans de plus que moi, ce qu'étaient les campagnes à notre époque, et ce qui était à une autre époque qui est pas si éloignée que ça, 1940, et de voir la déception qu'il a eue de ne pas être obligé de s'arrêter à son certificat d'études, parce que ses parents, petits paysans, n'avaient pas les moyens de lui payer de continuer ses études, on se rend compte quel est le privilège de notre jeunesse, qui ne le mesure pas toujours. Et on va évoquer une époque qui n'est pas 1940, mais qui n'est pas très lointaine, avec une autre date, le 9 avril 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Proutot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Proutot, fondateur du GIGN. On va l'évoquer à travers un livre, le GIGN par ceux qui l'ont commandé, de Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN. Vous avez été le premier, chez Marie Édition. Et puis on continue votre parcours, parce que votre parcours a commencé par des écoles, par une envie de faire ce métier. Et le 9 avril 1975, ce sont vos débuts et je crois vos adieux au cinéma avec ce film. Peur sur la ville, de Henri Verneuil. Vous descendez dans la scène finale en corde de rappel sur un hélicoptère. Ah oui, c'était un grand moment d'abord d'avoir croisé Bébel, parce que on est tous des enfants, et croiser tout d'un coup un héros de cinéma, même si ce n'est qu'un héros de cinéma, c'est déjà un privilège. Et qu'ensuite ce héros de cinéma qui était Bébel, qui était adoré, adulé, lui-même viennent dire après, parce que il y a eu un après le tournage, dire à tout le monde j'ai tourné avec Proutot, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant, et je ne pouvais pas ne pas le croiser, soit dans ces cantines, il nous est arrivé de nous croiser quelques fois, et chaque fois il venait vers moi avec le souvenir de ce film. Et en fait, Verneuil avait vu un tournage sur le GIGN, avait vu cette descente en rappel que nous avions inventée, qui était un système pour approcher tous les bâtiments élevés le plus discrètement possible, et il s'était dit, il me faut ça dans mon film. Et il était allé voir la gendarmerie, il était d'abord venu me voir, puis il était venu voir la gendarmerie, et il avait voulu absolument qu'il y ait cette scène finale où Bébel était accroché à un treuil, mais nous on faisait vraiment les descentes en rappel. Et le final du film, c'est avec le concours du GIGN, et je dois avouer que on regrette ce film qui est beaucoup vu en plus, qui repasse souvent. On se dit quand même que c'était incroyable d'avoir pu participer tout en étant gendarme, à un film comme celui-là, très populaire et très apprécié. Il a fallu faire des répétitions, c'était pas simple de régler le système pour que ça fonctionne. Oui, on a fait 4 jours de répétition, et nous descendions en rappel très vite. Et à un moment, on voit arriver des ambulances, et en fait, il y avait des gens de loin qui n'avaient pas vu qu'il y avait une corde, et comme on descendait à peu près à 10 mètres par seconde, ça faisait presque la chute libre, et ils ont cru qu'il y avait quelqu'un qui était tombé de l'hélicoptère, et le tournage avait été arrêté parce que les ambulances étaient en bas, pendant qu'il y aurait dû avoir le tournage, le pimpon était un peu de trop à ce moment-là. Vous aviez un gilet spécial, je crois, Christian Proutot. Oui, on avait, pour que les cordes ne brûlent pas l'épaule et pouvoir descendre plus rapidement, on bricolait nous-mêmes nos blousons avec du cuir par-dessus, parce que ça fumait, la corde passait sur l'épaule, et on avait un mousqueton devant, et on se tenait avec le bras pour descendre plus vite. C'était à l'ancienne, avant qu'il existe les descendeurs.
Et bien évidemment, on avait une allure un peu particulière avec ces blousons. Le problème, c'était les cordes, justement, parce qu'il n'y en avait pas assez au GIGN, et je crois que les producteurs ont financé l'achat de cordes, Christian Proutot. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mince, il faut profiter du tournage, parce que Verneuil avait passé une convention, ce qu'on appelle une convention avec la gendarmerie. Et quand il a vu ce l'un des gendarmes lui demandait, il dit oh, je signe où? Je peux même signer 2 fois. Je me suis dit, ça prouve qu'il n'a pas dépensé assez de sous. Donc je suis allé le voir, je dis on va manquer de cordes pour le tournage, vous pourriez pas nous payer les cordes? Et je lui ai commandé de quoi faire nos entraînements pendant 1 an. Ce qui fait que c'est la production du film Peur sur la ville qui a permis au GIGN de faire pendant plus d'1 an ces entraînements. Alors je précise que dans d'autres scènes, Jean-Paul Belmondo, pendant ce tournage, a été blessé à 2 reprises, la main déchirée avec une suspension et une gouttière, et quelques coupures lorsqu'il a traversé une verrière. Mais il s'en est remis. Oui, tout à fait. C'était en particulier aussi, je crois qu'il a failli se prendre quand il est sur le toit d'un métro. Verneuil trouvait que ça arrivait pas assez vite. Ils ont mal calculé par rapport au freinage et il y avait un portique avec des feux. Et quand il a réalisé que le portique arrivait trop vite, il a plongé. Et il s'était un peu foulé également le poignet dans cette situation. Mais Bébel était extraordinaire parce que il voulait absolument participer à tout et être le moins doublé possible. Et c'est grâce à ce film, Christian Proutot, que le public a découvert le tir simultané, le tir à l'arme au poing. Alors, le tir de l'arme de poing, oui, mais pas forcément le tir simultané. Oui. Le tir simultané, ça a été sur une grosse opération par la suite. Mais c'est vrai qu'on a surtout découvert l'existence de cette unité qui naissait, qui était le GIGN, puisque on m'a demandé de créer l'unité le 24 août 73. Donc il y a eu 50 ans le 24 août 2023. Et cette année, le GIGN va fêter ses 50 ans opérationnels. Alors ça commence, je crois, dans le bureau du général Hérault. Vous arrivez au garde à vous et vous proposez de créer le GIGN, ce qui semble une aberration au départ. Mais oui, parce que pour la gendarmerie, qui avait besoin d'unités un peu spécialisées, avec des gens avec un entraînement qui soit pas... La gendarmerie préférait avoir des gens qui soient interchangeables. Donc, monter une unité avec des spécialistes posait un problème par rapport à des années et des années de formation militaire où tout gendarme doit être capable d'occuper à peu près n'importe quel poste. Et leur expliquer qu'il fallait une unité capable de faire que des arrestations avec des tireurs d'élite, c'était insensé pour la plupart, sauf pour le général Hérault, qui l'avait quand même compris puisqu'il avait soutenu la formation d'un centre d'entraînement dit commando au départ. Et c'est grâce à ce centre d'entraînement commando que malheureusement, après le drame de Munich, la prise d'otage qui s'est déroulée pendant les JO, la gendarmerie a décidé de créer cette unité. Oui, parce que vous aviez repéré ce problème en lisant des tas de dossiers, des tas de livres, où vous aviez senti qu'il manquait quelque chose, Christian Proutot. Absolument, la gendarmerie avait connu 2 gros échecs dans des arrestations difficiles, qu'on appelle les forcenés ou les prises d'otages familiaux, quand il y a un drame familial, qui s'étaient malheureusement toutes les deux, l'affaire Sestaf en 69 et puis l'affaire Buffet et Bontemps dans une prison en 71, terminée par la mort des otages, avec une mauvaise analyse, une mauvaise interprétation psychologique des événements, et surtout après, donc déjà la gendarmerie avait connu ces 2 gros échecs, et ensuite malheureusement il y a eu l'affaire de Munich où les Allemands eux ont connu cet échec énorme qui a conduit à la mort de 11 otages israéliens pendant les Jeux Olympiques de Munich en 1972, en septembre 72. Lorsque vous arrivez dans le bureau du général Hérault, Christian Proutot, vous êtes jeune diplômé, mais les études ont été longues, 64-71, parce que il y a eu un parcours et vous avez redoublé. Oui. C'est ce qui est assez rare dans ce métier. Il se trouve que j'aurais dû rentrer à Saint-Cyr-Côte-Quidan en 2 ans et je suis rentré en 3 ans, donc j'ai fait une année supplémentaire. Les mauvaises langues disent c'est parce que je me trouvais trop bien en prépa. Bon, voilà. On n'imagine pas le travail que ça représente parce que ça a été des années et des années de travail pour arriver justement à obtenir le brevet. Oui, parce que la formation militaire, contrairement aux idées reçues, est quelque chose de très long actuellement pour faire un officier entre la prépa et
les années d'école, il faut au moins 5 ans. Donc, un jeune qui rentre en prépa, il a 18 ans, pour peu qu'il cube, donc il se fasse une année supplémentaire, eh bien, il se retrouve pas sous-lieutenant avant 24 ans, 23 ans. Alors, je sais qu'au départ, votre père était très fier que vous preniez ce chemin, mais votre mère a pleuré parce qu'elle aurait rêvé de vous voir dans le cinéma ou le théâtre. Voilà, maman voyait plutôt son fils comme un artiste, et tout d'un coup le redécouvrir avec l'angoisse qu'elle avait déjà eue, elle, pendant que mon père était au maquis, et puis quand il était en Corse à poursuivre, mon père a quand même eu 12 meurtres à résoudre en 7 ans, ce qui n'est pas rien, qui prouve que la Corse n'est pas toujours le pays tranquille auquel on pourrait penser à travers les plages idylliques. Tout d'un coup, voir son fils endosser l'uniforme militaire et ensuite, de qui plus est, de gendarme, avec toutes les contraintes et les risques qu'il pouvait y avoir, ça ne l'a pas fait sourire. Et aujourd'hui, le mot GIGN est dans le langage courant, tout le monde le dit. Comment il est né ce mot? Pourquoi le GIGN? Eh bien, en fait, au départ, c'était une petite unité, donc il fallait trouver un mot qui ne soit pas commando, et on a pensé à intervention. Et comme on n'était pas beaucoup, eh ben on a dit c'est un groupe d'intervention. Comme il représentait la gendarmerie nationale, c'était le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Quand on voit la taille du groupe de l'époque, c'est-à-dire on était 17 au départ, et que maintenant, en comptant les différentes structures du GIGN, on n'est pas loin de 1000 avec les antennes régionales et tout. Ça porte toujours le nombre de groupes. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. On a conservé l'acronyme qui lui va si bien. Et qui lui va tellement bien qu'on continue à en parler tout à l'heure avec ce livre, et puis avec une autre de vos activités à travers une date, le 4 juillet 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Proutot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Christian Proutot, fondateur du GIGN, à l'occasion de ce livre signé Pierre-Marie Giraud avec les commandants du GIGN dont vous êtes le premier, le GIGN par ceux qui l'ont commandé chez Marie Édition. On va en parler tout à l'heure, on a évoqué vos débuts dans le GIGN, comment vous avez créé ce groupe. Et puis, le 4 juillet 1982, vous avez changé d'orientation puisque vous arrivez à l'Élysée comme conseiller du président de la République, François Mitterrand. Oui, comme vous dites, vous arrivez, j'y suis arrivé, mais à reculons, parce que je voulais pas y aller. En fait, en 81, lors de l'arrivée de la gauche, le GIGN a joué sa vie, carrément, puisque la gauche était persuadée que la droite ne supporterait pas l'élection d'un président de gauche, et que, vraisemblablement, il pourrait y avoir des actions d'extrême droite. On a appelé ça le syndrome d'Allende, ça m'a d'ailleurs été confirmé par le président lui-même quelque temps plus tard. Et il a été annoncé que le GIGN allait être dissous. N'acceptant pas que mon unité puisse être dissoute, non pas par rapport à des idées d'engagement politique personnel, simplement parce que je trouve que c'était une unité indispensable pour mon pays, sans avoir le soutien de ma hiérarchie, qui a carrément considéré que c'était une décision politique, donc il fallait l'appliquer, avec un directeur me disant « je ne veux pas entendre de bruit, prévenez vos hommes, ils vont être dissous ». Ça a commencé à transpirer dans la presse, et j'ai trouvé le moyen de rencontrer Monsieur Hernu. Il a réussi... Il était ministre à l'époque. Il était ministre de la Défense, oui. Et à me faire, fils de gendarme, peut-être ça a joué un petit peu, et à me faire entendre, et lui dire, avant de décider quoi que ce soit sur l'avenir de cette unité qui est indispensable pour le pays, est-ce que vous pourriez lui donner une chance, monsieur le ministre, de vous montrer ce qu'il est capable de faire, et surtout de ne pas faire, puisqu'il y avait, d'une manière sous-jacente, tout le monde l'avait dit, le fait que des tireurs d'élite pouvaient à un moment ou à un autre s'en prendre, essayer de faire basculer une décision d'élection d'un président. Et il a accepté, il est venu avec la commission parlementaire de défense, et il a dit, on ne peut pas se passer d'une unité comme le GIGN, et je pense que messieurs les députés seront d'accord avec moi. Là. Bien évidemment, les parlementaires ont trouvé, avec la démonstration magnifique qu'on avait faite, puisque on savait que j'avais dit à mes hommes, on joue notre avenir, vous avez intérêt à être bons. Et ils ont été plus que bons, on a fait une superbe démonstration, et on nous a fait continuer. Sauf qu'il y avait dans les conseillers, au moment des questions, un des conseillers de Mitterrand, qui est devenu quelqu'un de très important au niveau européen, qui s'appelle François Hesbourg,
qui lèvent le doigt parmi les questions. Quelles questions vous avez à poser je leur demandais après cette démonstration. Et il me dit, si M. Sadat avait été assassiné au mois d'octobre. Et la démonstration, donc au mois d'octobre 81, et là nous étions au mois de mai 82, un an après l'élection. Et il me dit, si vous aviez été en charge de la sécurité de M. Sadat, est-ce qu'il serait vivant? Je dis, monsieur le conseiller, j'ai vu les images, je peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est que les tueurs n'auraient pas franchi la première marche de l'estrade. Ça a dû avoir un effet, puisque un mois après, mon directeur me dit, vous allez voir monsieur de Grossouvre. Alors je dis à mon directeur, monsieur de Grossouvre, c'est qui? Enfin, mon commandant, c'est le conseiller spécial du président de la République. Allez le voir à l'Élysée tout de suite. Et j'ai rencontré François de Grossouvre qui m'a dit, voilà, lisez ce rapport. Et il avait fait faire une étude par l'ancien SDEC, qui venait s'appeler la DGSE, sur la sécurité du chef de l'État, qui montrait qu'il n'y en avait pas, quoi. Et il m'a dit, vous avez un quart d'heure pour lire ce rapport, et venez me donner vos conclusions. Donc je reviens le voir, je lui ai dit, écoutez, si les gens qui ont fait ça, puisque en gros ils avaient eu pour mission de tuer le président de la République, si les gens qui ont pu faire ça n'ont pas eu d'aide, n'ont pas utilisé leur carte professionnelle et tout, c'est insensé. Oui. J'imaginais pas, Christian Proutot, que le président de la République puisse être à ce point, ou du moins ne puisse pas être à ce point protégé, étant le premier personnage de l'État et élu au suffrage universel, avec tout ce que ça comporte par rapport à un pays, par rapport à l'équilibre. Et on voit les troubles que ça a pu causer, en particulier aux États-Unis, avec des régimes présidentiels. Il me dit non, je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi, donc vous avez une semaine pour me faire des propositions. Et j'ai fait une étude en lui disant, voilà, il faut une unité formée à l'instar du GIGN, avec des gens sélectionnés, et avec un objectif sur la sécurité qui ne s'arrête pas simplement à la sécurité de contact, que l'on appelle les gardes du corps, quelque chose d'un peu plus en profondeur, donc une sécurité à 4 niveaux, à 4 cercles que l'on appelle. Il m'a dit, bon, ben c'est très bien, au bout d'une semaine après lui avoir apporté ça, vous allez voir monsieur Rousselet, qui était à l'époque le directeur de cabinet de François Mitterrand, et vous lui dites que je suis d'accord, que votre proposition, c'est très bien. Donc je vais voir Rousselet, je lui explique ce que m'a dit de Grossouvre, il me dit, mais moi j'y connais rien en sécurité, si de Grossouvre dit c'est bon pour moi aussi. Bon, ben vous commencez demain. Ah, j'ai dit non. Moi, je fais pas du tout ça. Moi, je suis GIGN, je commande le GIGN, je vous fais l'unité. Mais mon commandant, vous avez rien compris, c'est vous qu'on veut. Et après plusieurs tractations, refus et autres, au bout de la 3e fois quand même, parce qu'entre-temps, il m'a dit, allez voir qui pourrait vous conseiller, mais vous vous rendez compte, ce qu'on vous propose, conseiller du président de la République, votre directeur, il appelle Charles Barbeau, qui était le directeur de la gendarmerie, je ne comprends pas, j'ai le commandant devant moi, il veut pas prendre le commandement de l'unité qu'il doit créer, est-ce que vous pourriez pas lui faire entendre raison, etc., etc. Puis à la fin, je crois avoir une idée lumineuse. Je lui dis, bon, ben d'accord, je vais accepter si François Mitterrand me dit qu'il est d'accord pour que ce soit moi. Et il me dit, mais pourquoi pas? Et on était le 5 ou 6 juillet, il appelle devant moi le secrétariat qui lui dit, voilà, trouvez-moi un rendez-vous pour le commandant Proutot, qui est devant moi, avec le président. Et mon dernier argument s'écroulant, je me suis retrouvé le 13 juillet 1982 devant François Mitterrand, qui en fait était content de me voir, mais bon, on lui avait dit que c'était Proutot, pourquoi pas. Voilà. Alors, il se trouve qu'en plus, la sécurité de François Mitterrand n'était pas simple, parce qu'il se baladait souvent dans Paris, il allait jouer au golf. Un jour, il va chez Dalida à Montmartre, il y va sans garde du corps. C'était un peu compliqué pour vous, Christian Proutot? Oui, c'était non seulement compliqué que je ne connaissais pas tout. Puisque quand je monte mon unité, donc la première chose qu'il me demande, nous étions le 13 juillet, je le rappelais tout à l'heure, il me dit, mais demain vous venez avec moi, on va descendre les Champs-Élysées ensemble. Donc avant même d'avoir monté quoi que ce soit, comme si ma seule présence pouvait présenter un rempart, si tant est qu'il y ait eu un danger, j'ai accompagné le président de la République pour son 2e 14 juillet en tant que chef d'État, François Mitterrand donc. Et
je lui dis, mais voilà, je vais partir voir les Américains, mais débrouillez-vous, c'est votre mission. Je pars aux États-Unis, je vois un peu comment travaillent les Américains. Je reviens et je lui demande, je lui dis, Monsieur le Président, qu'est-ce que je dois couvrir? Parce que la sécurité d'un chef d'État, contrairement à ce qu'on imagine, ça ne s'arrête pas à lui. Ça serait trop simple. Parce que les gens qui sont importants pour lui peuvent, s'ils sont l'objet de menaces et tout, représenter une pression sur lui ou servir de moyen de pression. Et je dis qu'il faut que je vois. Alors il me dit, mais mon épouse, donc Madame Mitterrand, elle a son équipe on appelait ça les VO à l'époque, voyage officiel. Elle veut pas de. Bon, mais il y aura mon équipe, mes petits enfants, parce que donc il avait ses petits enfants, ses fils avaient des enfants très jeunes. Je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose du fait du poste que j'occupe. Et il me dit, pour le reste, allez voir Rousselet. Phrase sibylline s'il en est. Alors il y avait un bureau à travers, c'est-à-dire le secrétariat particulier. Je vais voir Rousselet. Enfin, vous me dérangez, mon commandant, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoutez, voilà, j'ai vu le président pour faire son entourage de protection. Il m'a dit ceux que je devais protéger, qui je devais protéger, son frère qui était général, qui était à l'époque menacé par action directe, sa sœur, et il m'a dit pour le reste de voir avec vous. Ah, c'est délicat et tout, allez voir De Grossouvre. Il me prend par le bras et il me conduit vers l'extérieur. Je vais voir De Grossouvre, qui me voit arriver. Enfin, mon petit, je suis très occupé. Il appelait tout le monde mon petit. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai découvert la phrase magique. Je lui dis, je sors de voir le président. Ah bon, entrez. Alors là, à ce moment-là, d'un coup, il s'est montré plus aimable. J'ai dit, voilà, il m'a dit que je lui ai demandé, pour le reste de sa sécurité, qui je devais, en dehors de toutes les personnalités que nous avions à protéger, dont lui, bien sûr, qui il fallait que je protège. Et le reste, Monsieur Rousselet m'a dit de venir voir avec vous qui c'était. Ah, il dit, écoutez, c'est compliqué. Il y a une deuxième famille. Voilà comment j'ai découvert l'existence de Mazarine et de sa maman, avec tout le poids que pouvait représenter la difficulté de devoir, en plus d'un système officiel, avoir une deuxième famille officieuse à protéger. Et vous lui avez permis, Mazarine, de passer une enfance heureuse et discrète, je crois, Christian Proulx. Oui, c'est ce dont je suis le plus fier. Je me dis que quelqu'un comme elle a pu, grâce à cette chape de plomb qu'on a mis autour d'elle, et sa maman, qui bien évidemment n'a pas été facile à vivre pour eux, lui a permis quand même d'avoir une enfance à l'écart de tout ce qui se passe au niveau médiatique quand vous êtes la fille non connue d'un président de la République. Et puis vous avez eu une autre mission un peu plus tard. Écoutez. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville. Car vous avez aussi été chargé de la sécurité des Jeux Olympiques d'Albertville en 93, qui étaient les derniers Jeux d'ailleurs d'hiver qui coïncidaient avec ceux d'été à Barcelone. Et là aussi, ça a été 10 000 hommes et pas mal de soucis, Christian Proulx. Ah, tout à fait, c'est 92 en fait, puisque, comme vous le dites, c'était les deux derniers Jeux Olympiques qui coïncidaient avec les Jeux d'été. Et ensuite, il devait y avoir un décalage qui a eu lieu avec les Jeux d'hiver norvégiens, les Lillehammer. Et au départ, j'ai considéré ça un peu comme punition parce que j'avais ambitionné une autre partie de carrière. Et puis, j'allais dire, quelques soucis récurrents qui me poursuivaient ont conduit à ce que le poste qui devait m'être confié, qui devait être pour moi un peu le Graal, la direction de la gendarmerie ne m'a pas été confiée, et qu'on m'a confié les Jeux Olympiques. Et de la même manière que je suis allé à reculons pour la sécurité de François Mitterrand, je suis allé dans un premier temps à reculons, n'ayant pas ce que je voulais. Puisqu'entre-temps, j'étais passé préfet, donc il aurait été très possible que je prenne ce commandement, je suis passé au JO. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas du tout une petite mission. Et j'ai eu ce privilège pendant 4 ans, de travailler sur des jeux avec des moyens, et avec la possibilité de créer une mission interservice où tous les corps qui étaient impliqués ont pu travailler sous un même commandement, puisque j'avais fait désigner par zone olympique des sous-préfets, dont l'un d'entre eux qui était auprès du comité d'organisation, Monsieur Stroda, qui est devenu un ami après, a été directeur de cabinet du président de la République actuel pendant des années.
Et vous avez géré les moindres détails grâce à un système de gestion de crise que vous avez inventé. Ah bah, donc vous êtes vraiment au courant de tout. Oui, on a développé un système qui est un système d'aide à la décision qu'on appelle maintenant intelligence artificielle, et qui est un système qui, à l'époque, avec les outils, les moyens informatiques qu'il y avait, qui étaient un peu préhistoriques par rapport aux moyens actuels. À titre indicatif, je dis toujours qu'il y a 100 fois moins de puissance de mémoire dans mon téléphone portable que j'en avais dans des bécanes qui étaient pratiquement grosses comme les meubles, le porte-haut-parleur qu'il y a derrière vous. Et c'est qui s'appelait des DPX 1000 et qui était pourtant à l'époque le nec plus ultra d'informatique. Et on a développé un système de gestion de crise générique, c'est-à-dire que non, on ne gérait pas la crise en fonction de chaque événement. Je prends un truc, une attaque terroriste, un enneigement trop important, un déraillement, un accident aérien, mais le système était un système générique qui apporter une réponse, une aide à la décision par rapport aux moyens indispensables pour apporter une réponse et une aide technique à celui qui avait le commandement de la sécurité des jeux, c'est-à-dire votre serviteur et le préfet de Savoie. C'est une belle aventure, il y en a eu d'autres, et vous les racontez dans ce livre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 7 décembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Christian Proutot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Proutot. Nous avons évoqué vos débuts au GIGN, votre carrière à l'Élysée, les Jeux Olympiques, et puis donc le 7 décembre 2023, à tous les livres que vous avez publiés, s'ajoute celui signé Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN, le GIGN par ceux qui l'ont commandé chez Mareuil Éditions, et pour la première fois, vous, comme les autres commandants, racontent cette unité. Vous avez voulu participer à ce livre qui était important pour compléter tout ce que vous aviez écrit. Oui, je crois qu'il était essentiel puisque on est dans la période des 50 ans de la création du GIGN, mais surtout de son passage opérationnel, puisque comme je le rappelais tout à l'heure, le GIGN a été formellement créé quand on m'a donné la mission, donc en 73, oui. En août 73, le temps de former les hommes, il est devenu opérationnel le 1er mars, c'était une gageure, hein, je ne vous le cache pas, mais la gendarmerie voulait avoir un outil très rapidement, le 1er mars 74. Alors depuis... Mais je crois d'ailleurs, qu'il y a eu des volontaires, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils venaient faire, il y avait 25 personnes, vous en avez gardé 18, oui. Et après il y a eu un sacré entraînement. Ben oui, parce que, bien évidemment, lorsque vous créez une unité, on demande des volontaires. Moi, ce que je voulais au départ, ne pas me retrouver dans le chemin dans lequel s'étaient retrouvés les Allemands, ou pour monter l'opération qui a été ce désastre qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont pris des gens qu'ils ont désignés pour aller faire une opération difficile. S'opposer à un commando... c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, si vous préparez pas les gens, c'est une escroquerie. Donc, il a fallu les sélectionner, donc, en tant que volontaire. Sauf que, comme vous le soulignez, ils savaient pas trop où ils allaient. La plupart, d'ailleurs, ont choisi ce boulot d'une manière qui était pas tellement objective, puisque certains, c'est parce qu'ils m'avaient connu en tant qu'instructeur au centre commando. Donc, ils trouvaient que j'étais un peu atypique par rapport aux autres, et d'autres parce qu'on leur avait parlé de moi en disant Proutot, avec une manière de me qualifier par rapport à la taille, par rapport au... Tu sais, le grand qui porte des lunettes, ou qui a les pantalons pattes d'éléphant, parce que j'avais fait tailler mes pantalons à la mode de l'époque, ce qui n'était pas courant chez les officiers de gendarmerie. Et ce côté atypique, pour un certain nombre de garçons qui étaient pour la plupart un peu en rupture de banc avec une gendarmerie traditionnelle, c'était le moyen de faire quelque chose de différent. Et ça a été ça qui a fait la force du groupe. Justement, c'est d'avoir à la fois des gens, comme on dit chez les militaires, très carrés, et des gens qui, par rapport à leur personnalité, étaient un peu en opposition avec une gendarmerie traditionnelle. Voilà. Alors, il y a eu après vous 11 directeurs du GIGN. Donc, ces 12 patrons se sont réunis pour ce livre, parce que finalement, vous ne cachez rien. C'est un livre sans langue de bois où il y a la passion et l'émotion. Oui, parce que il faut bien se dire que d'abord les hommes que vous avez sont exceptionnels. Et ce passage de commandement pour tous les 11, puisque en fait c'est 12, mais 11 puisque Favier
a eu le privilège d'être 2 fois le patron du GIGN, à la fois pour Marignane, la fameuse opération qui a marqué tous les esprits en 94, mais également lors de la grande réorganisation qui a conduit à ce que le GSIGN, qui regroupait les 2 grandes entités que j'avais créées, qui sont le GIGN en tant que tel, opérationnel, anti-prise d'otage, et le GSPR, était sous un même groupement, commandement. Et pour des raisons de stratégie par rapport au ministère de l'Intérieur, il a fallu que la gendarmerie muscle le GIGN, qui est devenu cette grande entité, et c'est Favier qui a pris ce commandement. Et effectivement, à ce moment-là, tous les patrons, quand ils y passent au groupe, ça vous laisse pas indifférent. Vous retrouvez à commander des hommes comme ceux-là, et surtout les opérations dans lesquelles vous êtes engagé, fait que votre vie après est impactée à jamais. Oui, votre vie, si vous la conservez, parce qu'il y a eu beaucoup de morts depuis le début des GIGN. Alors, malheureusement, le GIGN, disons, dans l'entité des quatre premières lettres, hein, parce que maintenant, comme ça regroupe toutes les unités qui maintenant sont la composante du grand GIGN, la partie intervention, donc celle qui a fait les prises d'otages, qui a fait Marignane, qui a fait Djibouti, ou l'Oyada, suivant l'appellation qu'on veut lui donner, les détournements d'avions qu'il y a eu avant Jacques Robert, la prise d'otage qu'il y avait eu à l'hôtel Fèche avec les Corses, etc. Cette unité a perdu 10 hommes à l'entraînement et 2 hommes en opération. 10 hommes en tout, 8 à l'entraînement, et deux en opération. Ce qui montre que le prix qu'il a fallu payer, malheureusement, était très lourd. Et puis vous-même, vous avez été blessé, et à ce moment-là, vous avez compris la solidarité qui existait dans ce groupe, Christian Poutot. Oui, parce que même si je savais que mes hommes étaient suffisamment exceptionnels pour me porter, parce qu'en fait, le commandement, c'est fascinant. Quand vos hommes vous portent, vous n'avez pas besoin de vous retourner, vous savez qu'ils sont derrière. Et en fait, quand on réfléchit bien sur la manière de diriger une équipe, c'est ça qui fait que les équipes gagnent. C'est cette volonté qui est biunivoque, c'est celui qui anime. Et l'adage militaire, c'est une troupe manœuvre à l'image de son chef, mais une troupe, un chef est porté par ceux qu'il dirige. Et ce côté biunivoque fait que quand j'ai pris mon coup de fusil, mes hommes, ils m'ont gardé toutes les nuits, ils ont dormi à côté de moi pendant que j'étais à l'hôpital. Alors, il y avait très peu de moyens au début, et vous le racontez dans ce livre, le GIGN, c'est né avec des bouts de ficelle. Vous n'aviez même pas de quoi acheter un stand de tir, Christian Poutot. Oui, on s'entraînait où on pouvait, dans les stands de tir que l'on empruntait, et je me suis dit, on n'y arrivera pas. J'avais connu ça un peu avec mon papa quand il était arrivé en Corse, dans une brigade, vous l'évoquiez tout à l'heure, à Xonach, où la première chose qui s'est passée quand ma maman a ouvert les volets, ils sont tombés. Donc, la gendarmerie était très pauvre, elle était à l'aune de tous les moyens de notre pays qui était presque à la sortie de la guerre. Hein. En 52-53, la France n'était pas riche. C'était avant les 30 Glorieuses. Donc on était dans une situation difficile. Et j'ai vu un gendarme qui était en même temps un pionnier. Mon père a utilisé ces gendarmes qui avaient tous eu un petit métier avant, se disant si tu t'aides pas, on t'aidera pas. Et c'est ce que j'ai fait avec mes hommes. Et on a construit nous-mêmes, par exemple, notre stand de tir qui faisait notre fierté et où toutes les unités du monde, avant que nous ayons le grand centre que j'ai pu faire construire avec la reconnaissance qui est venue par la suite, en particulier après l'opération de l'Oyada, qu'on a pu faire à Satori avec ce grand centre, avec le stand de tir en dessous. Mais aux années 81, on était à Maison-Alfort avec notre stand de tir dans les voûtes du fort, faite de briques et de brocs, mais net, avec des fleurs et tout. Et tout ce qui fait le Gotha de l'antiterrorisme est passé voir le GIGN faire des démonstrations dans ce stand de tir. Alors, on apprend aussi votre autorité vis-à-vis de vos hommes, Christian Poutot. Un jour, il y a un de vos hommes qui refuse de porter un gilet pare-balles et vous insistez. Oui, j'insiste parce que on avait mis en place quelque chose dans l'esprit d'être le plus opérationnel possible, parce qu'on venait d'avoir les gilets pare-balles qui pesaient 4 kilos, mais qui, du fait de leur poids, pouvaient amener une certaine difficulté dans la progression dans l'aisance.
Et j'avais toléré pendant à peu près un an le fait que les gens choisissaient avoir un gilet ou pas en avoir, ou pas en mettre. Et une nuit, juste avant une opération, j'ai fait un cauchemar, comme on en fait le matin, qu'un homme était transpercé d'un coup de fusil et, au moment d'être premier à marcher, c'est-à-dire foncer pour arrêter l'homme. Je me dis, c'est pas possible, tu as des gilets pare-balles, tu vas te le reprocher toute ta vie. J'ai dit à mon adjoint de réunir tout le monde. Je dis, à partir d'aujourd'hui, 9h, on réunit tout le monde et je vais leur dire, le gilet est obligatoire. Et quand on s'est retrouvé en opération à midi, et le garçon que vous évoquez arrive sans gilet pare-balles. Ah mais je devais être capitaine, mon capitaine. Jusqu'à aujourd'hui, c'était pas obligé. Ah oui, mais depuis ce matin, c'est obligatoire. Vous mettez le gilet. Et premier coup de fusil, dans son gilet pare-balles, il a été sauvé par le gilet pare-balles. Comme quoi, de temps en temps, il y a quelque chose qui nous transcende. Et dans ce livre, Christian Proutot, vous évoquez aussi des secrets défense, car il y a des opérations qu'on n'a jamais connues et que vous révélez pour la première fois. Oui, il y a des opérations, par exemple, le soutien qu'il y a eu à la garde nationale saoudienne pour la prise d'otage de la Grande Mosquée, qui a fait que si on n'avait pas construit cette opération, parce qu'on l'a construite, c'est barils à l'époque que j'avais envoyé pour former la garde saoudienne, on l'avait équipé. On avait mis en place le schéma tactique, et grâce à ce schéma tactique, les gilets pare-balles que l'on a donnés, les armes, et surtout un produit miracle de l'époque qui s'appelle le CB Pur, on a pu, alors que les mutins étaient retranchés dans les souterrains de la Grande Mosquée, pour éviter l'affrontement de l'armée de la garde nationale, qui avait perdu déjà presque 600 hommes, on a pu faire en sorte que grâce à ces gaz rendant l'air irrespirable du souterrain, ils ont dû sortir et ils ont pu faire l'arrestation et la Grande Mosquée a été libérée. Et puis il y a aussi une chose plus insolite, c'est le pirate amoureux que vous évoquez, Peter Kincher, qui a été lui aussi aidé ou sauvé par le GIGN. Oui, mais cette opération, c'est pas moi qui l'ai faite. Voilà, mais je la signale dans le livre. Et puis, il y a aussi une chose importante, car on ne le sait pas, il y a eu des femmes dans le GIGN, notamment Christelle, la première femme. Oui, alors en fait, il s'est passé qu'à partir du moment où il y a eu la fusion, les unités comme le GSPR, le GSPR avait des femmes. Ces femmes, du coup, ont pu rejoindre le GIGN. Mais il n'y a toujours pas, dans la partie qu'on appelle maintenant l'Inter, c'est-à-dire ceux qui vont combattre directement, qui vont au feu, il n'y a pas de femmes. Les femmes, maintenant, sont plutôt dédiées à la négo et au renseignement, donc Christelle. Et il y a beaucoup de candidats, de plus en plus de candidats. Je crois que sur les 5 dernières années, il y a eu plus de 200 demandes de candidats, ce que vous auriez jamais pu imaginer au début, Christian Proutot. Oui, très rapidement, on est monté quand même à des demandes qui étaient 100. Mais le GIGN est victime de son succès. Et bien évidemment, pour beaucoup de jeunes, tout d'un coup accéder au Graal, c'est-à-dire pouvoir rejoindre cette unité d'exception, est quelque chose pour ceux qui en ont les capacités, parce qu'au départ, il faut un potentiel physique et une détermination qui puisse conduire à cela. Mais ils acceptent de faire cette sélection incroyable qui fait que, par exemple, actuellement, tous les ans à peu près, sur 200, il en reste 20. Surtout que c'est d'autant plus important que les terroristes ont changé, ils sont de plus en plus violents. Ce ne sont plus les mêmes opérations que lorsque vous étiez patron du GIGN, Christian Proutot. Alors, ça, c'est une approche qui est effectivement du fait de l'évolution du terrorisme. On n'est plus face à des prises d'otages telles qu'on les a connues, et la riposte que l'on est conduit à avoir, elle est malheureusement souvent après l'action. C'est-à-dire que autant la prise d'otage a été pendant un moment un élément pour faire connaître ces groupes terroristes, autant depuis, avec le succès des unités de type GIGN, on est plus passé dans l'action violente, et l'action du GIGN, malheureusement, ne se fait plus qu'à posteriori, au moment où soit ils se sont retrouvés retranchés après avoir raté une opération, ces preneurs d'otages, soit ils ont été
en opposition directe parce qu'ils ont été surpris pendant qu'ils faisaient leur action. Est-ce que vous imaginiez, quand vous avez créé le GIGN, que 50 ans après, on en serait là, Christian Proutot? Pas du tout. J'étais persuadé, je suis un peu idéaliste, je m'étais dit que le monde changerait, qu'il deviendrait meilleur, et que grâce à une unité comme le GIGN, qui empêcherait ce chantage énorme qu'est la prise d'otages, la géopolitique ferait le reste, et le monde deviendrait un peu comme nous le voudrions tous, un monde pacifié où chacun s'accepte. Ce n'est pas hélas le cas et on le comprend en lisant ce livre de Pierre-Marie Giraud et des commandés du GIGN, le GIGN par ceux qui l'ont commandé chez Mareuil Éditions. Et je précise que les droits d'auteur seront versés à la Fondation Maison de la Gendarmerie. C'est une chose à laquelle vous teniez tous, je crois. Oui, tout à fait, parce que la gendarmerie, c'est pas simplement ce qu'on voit le plus, c'est tous les hommes, tous les gendarmes, et le tribut payé par la gendarmerie, comme beaucoup de grands corps, est suffisamment lourd pour penser à pouvoir aider les familles quand on le peut. Ce livre les aidera et je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est le livre passionnant d'un passionné et de plusieurs passionnés. Merci Christian Proutot. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt et vous restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.